Bien, ben écoutez, c'est très 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 riche. Vous avez testé en 2 heures ce que nous avons parfois débattu durant des heures et des journées entières de plénière parce que nous étions de tout horizon, de toute sensibilité, de toute origine. On avait presque un peu moins d'un tiers de nos membres qui venaient de la diaspora. Et donc, voilà, vous avez touché beaucoup de points qui ont fait en tout cas l'objet de beaucoup d'échanges. Alors, ça, je vais essayer pour ma part de redescendre une partie des thématiques en essayant de les regrouper pour que ce ne soit pas trop laborieux et excusez-nous par avance si nous ne couvrons pas forcément tous les sujets dans les détails. Je ne crois pas que ce soit l'objet. Vous-même, vous avez répondu à un certain nombre de points. Alors, tout d'abord sur la complexité, l'intrication et l'exercice exhaustif qui a été fait. Je pense que c'est une première. Je pense que l'exercice qui a été demandé à la Commission par rapport à énormément de travaux de stratégie qui ont été faits historiquement par Silo a été une de nos grandes singularités. Et donc forcément, toute la difficulté a été d'abord de prioriser, de choisir nos combats, parce que chacun est arrivé avec dans sa besace une thématique à défendre coûte que coûte, donc il fallait déjà arriver à harmoniser tout ça, et surtout gérer l'intrication, et beaucoup d'entre vous ont posé le problème de la cohérence globale. Donc, on a fini par nous résoudre à deux grands choix. Le premier, c'est que dans cette priorisation du bloc économique, du bloc capital humain et plus globalement service public pour le capital humain, donc ça allait de capital humain comme bénéficiaire, comme salarié, comme pouvoir d'achat, mais capital humain comme capacité à pouvoir créer de la valeur. Et puis, le troisième bloc qui était le comment, donc l'instauration du dispositif gouvernemental, technique, démocratique, mis en œuvre, était interdépendant l'un de l'autre. Donc, typiquement, est-ce que l'économie est la base de tout et c'est celle qui va générer la satisfaction et l'emploi versus est-ce qu'on commence par le capital humain qui doit être capacité pour être capable de créer l'emploi. Donc ce triangle infernal a été réglé et ce qu'on a essayé d'imaginer, c'est un dispositif totalement complet qui essaye de s'organiser, de s'irriguer et de se compléter. La deuxième grande question qui a étayé pratiquement tous nos échanges, c'est le comment. Donc, le comment a été au cœur du dispositif, le comment en termes de process, de dispositif, de gouvernance, et le comment par l'approche des moyens, des coûts, du financement du NMD. Donc, partant de là, vous avez raison, le rapport est complexe à lire. On se l'est redit lors de notre premier débrief. On a compris que beaucoup de gens n'arrivaient pas à le lire parce qu'il est très dense. La synthèse que vous avez est déjà une synthèse de synthèse. Ensuite, il est décliné en une trentaine d'actions regroupées autour des 3 thématiques que je viens d'expliquer. Donc, tout le bloc économique, tout le bloc service public dans lequel nous mettons l'éducation, la santé, l'inclusion, etc. Et puis tout le bloc des moyens de ce qu'on a appelé en fait l'état de droit, l'efficacité et le dispositif donc de gouvernance de tout ça. Plus les moyens, financement humain et autres. Donc, partant de là, on a décidé de continuer probablement le travail sous une forme d'architecture plus lisible,
avec une indexation et une capacité de rentrée pour tout un chacun par la bonne entrée, et nous espérons pouvoir le diffuser au plus vite. Maintenant, je reviens sur le sujet de la cohérence. Cohérence, gouvernance, qui a été un des premiers retours et feedbacks que nous avons eus, puisqu'une des doctrines majeures, c'est un État fort pour une société forte. Je crois que cette première vision a fait déjà réagir un certain nombre de personnes, nous expliquant que nous étions borderline par rapport à l'approche et aux choix démocratiques qui ont été faits. Est-ce que ça veut dire qu'on revient en arrière sur l'espace de démocratie donné effectivement à la sphère politique? On nous a même reproché la fameuse plateforme des plateformes, qui était une vision très technique de devenir le Big Brother. Donc on a compris déjà que sur cette première thématique, on n'avait pas forcément été bien compris. L'idée de cette gouvernance, je vais essayer de juste la reprendre en 4 grands thèmes, puisque je crois qu'elle vous intéresse tous, et ça a été reflété dans vos questions. Le dispositif ou le moyen de ce pilotage de modèles très intriqués, très exhaustifs, c'est d'abord une capacité à déterminer un cap long, puisque nous avons choisi 2035, ce n'était pas choisi d'avance, hein. On nous a laissé le choix de ce cap, et quand vous regardez dans le détail, nous avons sur quasiment l'ensemble de nos thématiques décliné nos objectifs sur un horizon. On est parti de maintenant, on a décrit un horizon moyen et un horizon à 2035. Ce qu'on dit, c'est que ce cap long, il doit être définitivement écrit, puisque ça aussi, c'est une primeur. On pense que jamais aucun exercice n'a été dans cette capacité de déterminer un cap long, des objectifs et un dispositif de moyens pour y arriver. Ce cap long, pour nous, doit être porté par 2 instances. D'abord, par le dispositif d'appropriation et de partage à travers le pacte national. Ce pacte, on a hésité entre une loi cadre, est-ce que ça doit passer par le Parlement? Le choix qui a été fait, c'est un pacte national dans lequel toutes les institutions, partant des partis politiques, des grands institutionnels, publics, privés, économiques, s'approprient et actent ensemble que le cap long est bien validé par tout le monde. Ensuite, on a un étage qu'on estime être constitutionnel, parce qu'on s'est aussi posé sa problématique de constitutionnalité, qui est, peu importe son hébergement, on considère qu'il doit être sous la responsabilité de Sa Majesté. Cette instance doit être capable de définir et d'affiner ce cap, et ensuite de le contrôler. Et troisièmement, de le protéger, de lui donner des espaces, on va dire, d'expérimentation qui est très rare dans notre pays, quitte à pouvoir revenir en arrière, embarquer d'autres virages. Et là, on a auditionné un certain nombre de pays qui ont réussi ce qu'on a appelé cette Transformation Unit. Et on a considéré que le mode de gouvernance par le projet, par la gestion de projet et surtout le change management doit être absolument décisif. Donc, il y a du change management, il y a du safe space pour de l'expérimentation et de la capacitation, de l'aide pour les grands commis de l'État, pour les grands gestionnaires des grands EEP, pour la capacité à se donner la possibilité de se planter et de revenir en arrière. Donc, c'est le deuxième outil très très puissant de cette gouvernance. Évidemment, le point de l'arbitrage et de la démultiplication d'interactions entre les ministères, etc., pour nous, il doit être impérativement géré dans le cadre d'une delivery unit qui est, elle, dépendante du chef de gouvernement
et qui doit avoir ce rôle, cette fois-ci, d'exécution, d'arbitrage entre ministères, entre politiques, entre ce que vous avez appelé les arbitrages budgétaires, les arbitrages par rapport au fléchage de tel ou tel investissement, etc. Et ça, on voit que ça manque terriblement, cette sorte de PMO au niveau de la chefferie de gouvernement qui n'existe pas ou qui existe très partiellement. Avec un pouvoir d'arbitrage ? En tout cas, c'est pour nous, entre ministères, c'est cette instance qui doit être faite. Elle doit en plus être outillée par de la ressource humaine compétente. Et donc, c'était une des questions qui est le renouvellement, je ne sais plus qui l'a posé, de la capacité d'avoir des recrutements du bon niveau avec la bonne compétence dans le monde administratif et ses contraintes. Et donc, notre proposition, c'est d'avoir peut-être une sorte d'espace annexe avec des statuts différents, des incentives différentes, des manières de rémunérer des experts internationaux, nationaux, qui ne rentreraient pas naturellement dans la fonction publique telle qu'elle est aujourd'hui utilisée. On voit la difficulté de certains ministres à se staffer dans leur cabinet et les exercices de contorsion qu'ils ont pour avoir des compétences du niveau requis. Donc ça, c'est le dispositif directement exécutif. Et puis enfin, pour compléter le schéma opérationnel, c'est que toutes les grandes priorités économiques, mais qui ont forcément des débordements sur l'enseignement, sur l'innovation, sur le territoire, etc., soient gérées dans les fameuses task force qu'a expliqué Ahmed, qui, elles aussi, sont dans une vision projet, avec, pour chacune des task force, une gestion en projet dans lequel on a une capacité de leader à travers un lead gouvernemental et un lead public qui peut être le chef, je ne sais pas, de l'association qui lead, le patron de l'EEP qui est la locomotive. Donc à travers ces deux leaders, une capacité à pouvoir là aussi staffer en mode projet des compétences, des expertises, des personnes habilitées à gérer en mode projet pour être capable de travailler sur les lois, pour être capable de travailler sur les réglementations, pour être capable de travailler sur les investissements, sur tout ce qui peut bénéficier à un secteur. Aujourd'hui, l'automobile est classiquement cité en exemple, mais l'idée, c'est de le démultiplier sur tout un certain nombre de secteurs qui peuvent être d'ailleurs des secteurs sociaux. Et pour nous, par exemple, le troisième secteur, je reviendrai là-dessus, est un des très bons exemples. On a, pour la fiche sur le fonctionnement de l'État, été très profondément dans les propositions. Maintenant, effectivement, vous avez raison, à un moment, on nous a dit, et c'était absolument incontournable, qu'il fallait nous arrêter en termes de granularité, parce que vu le nombre de sujets abordés, honnêtement, on n'était pas là pour faire des plans gouvernementaux ou des plans ministériels. Donc la granularité pouvait descendre parfois dans certains de nos sujets jusqu'à 15-20 pages par sujet. On a mis le haut là et on est remonté sur les fiches projets que vous avez dans l'annexe 2. Voilà sur la partie gouvernance. Juste pour terminer, au-delà de la gouvernance, on a travaillé jusqu'au financement du NMD. On a chiffré grand projet par grand projet. Youssef a été une des personnes qui s'y est le plus impliquée. Et comme l'a dit Ahmed, l'économie ou les 6% ne sont pas sortis du chapeau. Elles sont venues, entre autres, pour être capables de nous emmener dans le dispositif de l'émergence. On est toujours en lower middle income, mais surtout pour être capable de financer tout le NMD. Par exemple, pour vous donner quelques chiffres, la santé, la CSU, on l'a évaluée à peu près
à 1,5 point de PIB en vitesse de croisière. En 2022, on devrait être à peu près à 17 milliards de financement entre la couverture, par exemple, RAMED, entre la formation des professeurs, entre la revalorisation et la rémunération des dispositifs et des ressources de santé. C'est énorme. L'éducation, par rapport aux 4 axes qui ont été définis sur la renaissance éducationnelle, qui vient surtout par rapport au statut du professeur. Sachez que le professeur, c'est aujourd'hui le plus bas de l'échelle des fonctionnaires. Il vient après le gendarme. Par rapport à des pays où c'est le premier dans l'échelle des fonctionnaires, on a un chemin à faire. On est à peu près, en étant très compressé, à 1,3%. Sur le fondamental et sur le supérieur, c'est à peu près 0,8. Exactement. Le total, c'est 2 points de PIB sur le... Exactement. Donc rien... Comme tu veux. Non. Donc, grosso modo, on a chiffré le NMD entre 8 et 10% de PIB. Il faut bien les financer d'une manière ou d'une autre, et donc c'est bien par tout le dispositif. Et s'il me faut dire, quand vous parliez de l'emploi... Je ne comprends pas pourquoi le Royaume a mis du temps pour mettre le programme partenariat public-privé. Il continue à financer les prisons, les écoles, les autoroutes, les services publics qu'on peut les financer par le privé. Et cet argent-là servirait pour l'économie sociale. Complètement. Donc sur le dispositif des ressources de financement, comme le dispositif des fléchages de financement sur les grands projets, donc j'ai parlé de l'éducation, j'ai parlé de la santé, mais évidemment il y a toute la partie inclusion. Il y a 12 millions de personnes à réintégrer dans l'informel, avec, c'est Mohamed qui en a parlé, avec le grand informel qu'il faut gérer par un dispositif d'arrêt de rente, mais également avec des dispositifs transitoires, mais surtout le petit informel qui pour nous est dramatique. Les 4,5 millions de NEET qu'il faut couvrir, à qui il faut trouver un job digne, décent, une couverture sociale, des allocations familiales, donc c'est ça le NMD. Et ce NMD, donc n'ayez pas l'impression qu'il est à côté ou derrière l'économie, il est quasiment en pendant de l'économie, et c'est l'économie qui peut lui permettre de le déverrouiller. Alors, je voudrais réagir sur l'audace. Très sincèrement, personnellement, et je crois que chacun pourra s'exprimer, on n'a pas eu de... on n'a eu pratiquement aucun tabou du genre on ne va pas sur ce terrain ou on le laisse de côté. J'ai personnellement travaillé sur les femmes, on a auditionné énormément de gens, on a fait le choix d'être dans une voie du milieu, mais par exemple on a travaillé sur l'IVG, on a travaillé alors pas sur l'héritage à 50% totalement, mais sur le TASEB, on a travaillé sur la capacité à instaurer l'ADN pour déterminer la paternité en cas de grossesse hors mariage. Donc, bon, et puis on considère aujourd'hui qu'on est encore à la moitié du chemin parce que des conservateurs nous disent pourquoi vous êtes allés sur ce terrain et des associations féministes nous disent qu'on n'a pas fait assez le taf. Le cannabis, on a réussi à aller jusqu'au bout. Franchement, sur l'audace des paris, et je voudrais parler des paris, on a différencié les grands axes de travail en 2 grandes catégories. On avait les diagnostics et les grandes politiques stratégiques sur tous les sujets. Et quand on estimait que c'était vraiment structurant et qu'il fallait qu'on aille au-delà de la simple orientation qui va être soumise à tous les porteurs de ce modèle, nous avons déterminé un certain nombre de projets. Et ces projets, on est allé très loin dans leur portage, dans leur financement, dans leur organisation, dans leur structuration. C'est Hassan, on est allé pas simplement à l'écoute, mais on a fait quasiment plus de 1000 heures d'écoute, mais on a surtout co-construit avec un certain nombre d'experts. Typiquement sur les EEP, qui sont pour nous une des questions par rapport aux grands groupes. Il y a les grands groupes privés, mais il y a surtout les grands groupes nationaux
qui sont pour nous des véritables locomotives s'ils sont capables de faire leur restructuration de haut de bilan, s'ils sont capables de pouvoir différencier leur casquette de production de leur casquette de régulation. Et pour nous, des grands groupes comme l'OCP doivent être des très 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 grands boosters de l'économie. Et donc dans ce cas de figure, on est allé très loin dans nos propositions avec les experts. Maintenant, ce qui n'est pas prévu de notre information, c'est qu'on doit faire des retours, mais on n'est pas censé remodeler, mais on va faire le retour de votre proposition que moi je trouve particulièrement intéressante. Et puis je vais laisser la parole parce que j'ai tellement de choses à dire qu'on va se distribuer la parole et revenir sur peut-être certains. Pour les 2 points, je crois qu'on n'a pas du tout, pour lesquels on n'est pas rentré dans le détail, je vous invite vraiment à regarder les 2 notes. Sur la jeunesse, on a un dispositif très large qui cible une dizaine de thématiques et qui apporte une originalité essentiellement dans la gouvernance, c'est-à-dire qu'on estime que dans notre pays, on a des grandes politiques macro, on a beaucoup d'acteurs micro, mais qu'il nous manque une couche méso qui est en général portée par des grandes agences de coordination qu'on n'a pas et qui fait qu'elle porte la confiance des grands budgets de coopération ou des grands budgets nationaux. Et c'est ça la différence disruptive et intéressante qu'on porte. Mais l'idée, c'est de vraiment gérer avec le numérique, avec les emplois sociaux et avec le service civique qui apporterait un volume d'emplois extrêmement important. Et sur le numérique, pareil. Donc il y a 2 grands thèmes qui s'appellent le pari numérique et le Cap Jeune que je vous invite à lire. Merci.